Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle design et stratégie avec d'un côté Ferrari qui s'associe à Johnny Ive, l'ex-designer en chef d'Apple, pour repenser sa nouvelle voiture électrique. Certains parlent déjà de l'Apple Car qui n'a jamais existé. De l'autre, Discord impose la vérification d'âge par scan facial ou pièce d'identité et déclenche une vague de départ. Et puis on a récupéré l'avis du créateur de GNU Linux sur l'IA et vous allez voir, c'est croustillant. Bienvenue dans la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design. On prend du recul, on fait un tour d'horizon. Comment ça va mes petits osios ? Bah écoute, ça va. Ça va. Chaotique comme on aime, mais ça va. Comme la pluie. Comme un jeudi Abondante. d'enregistrement. On enregistre toujours le jeudi Exactement. et le jeudi c'est une journée de merde. C'est une journée. Ouais, je sais pas pourquoi on en parlait tout à l'heure. C'est une journée, c'est nul. C'est avant le merde. vendredi, c'est. T'en peux plus quoi. T'es Ouais, au mais bout puis du en bout. ce moment, la météo, elle contribue Alors, mais vachement. attends, j'espère que t'aimes pas ça, hein, c'est parce que tu vas en avoir pendant 2 semaines encore. Et la il y a merde. même de la neige apparemment. Spoiler, ils Ouais, annoncent de spoiler. la neige pour dimanche Mais en non. région parisienne. Ah, ce dimanche. Apparemment. Eh ben écoutez, vous nous raconterez parce Voilà. qu'au moment où nous, le podcast du coup que vous écoutez sortira, apparemment la fameuse neige aura été prévue pour hier. Donc, Ouais, c'est ça. Bah après, du coup, c'est peut-être ça. Donc à tient voir pas, ce que ça donnera. On verra bien. Mais en tout cas, je suis ravi de passer cette petite soirée avec vous. Mais oui. Vous qui nous écoutez cette petite matinée, j'espère que votre trajet en voiture se passe bien. On enregistre, nous, vous le savez, le, Pas le cool pour soir. les mecs qui donc, prennent les transports. ou qui prennent les transports, ouais, mais bon, faites attention. Ou en Vélib. Ou en Vélib, ou en vélo, ou en trottinette électrique, peu Ou à importe pied. votre moyen de transport, de déplacement. J'espère que vous allez bien. Voilà. On vous attend dans la bulle vocale pour que vous puissiez nous enregistrer vos petites questions. Aujourd'hui, on n'en a pas, donc on vous attend pour le prochain épisode, Yes. éventuellement pour répondre à vos interrogations ou nous poser des questions directement. Et puis j'en profite aussi, si jamais le podcast vous plaît, à laisser vos petites étoiles sur notre profil, ça fera super plaisir. Et ça nous aide énormément aussi à faire découvrir le podcast. Puis nous, on est trop contents. Le podcast avance bien, on a plein de projets en tête et des choses qui vont évoluer d'ici les prochaines semaines. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse avec les actualités. Ferrari a dévoilé l'intérieur de sa première voiture 100% électrique nommée Ferrari Luce. Luce, pour ceux qui veulent le dire moi, je croyais que c'était en français. Avec les yeux, là. Non, Luce, d'accord. c'est la lumière, l'illumination, des choses comme ça. C'est un modèle entièrement électrique qui sera produit à partir de 2026 avec plus de 1000 chevaux, 4 moteurs électriques, une autonomie estimée autour des 530 km. Mais ce qui a fait parler, évidemment, c'est le fait que, Ferrari se lance dans le 100% électrique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais surtout, l'intérieur a été designé non pas par Ferrari seul, mais bien en collaboration avec Love From, dont on a déjà parlé sur ce podcast. Love From, qui est un studio de design fondé par Sir Johnny Ive, oui, c'est Sir maintenant, l'ancien responsable en chef du design chez Apple, et son associé Mark Newson, qui lui aussi d'ailleurs était chez Apple. Luce, ça représente un peu un virage stratégique majeur pour Ferrari, vous allez le voir. C'est sa première voiture électrique, je vous le disais, et c'est surtout un croisement entre le design automobile haut de gamme et la sensibilité un peu tech moderne. Ouais. Il y a énormément, je ne sais pas si vous avez vu les images sur Insta ou sur leur site directement, que je vous invite à aller checker, mais c'est clair qu'on retrouve un espace qui mise vachement sur un mix entre le physique et le numérique, combiné des boutons physiques avec des molettes, des leviers, un petit écran. On va avoir le petit magnétino qui est typique de chez Ferrari, mais avec un affichage qui est 100% numérique, reprenant des codes de l'ancien. C'est ça qui est assez beau. Alors par contre, ça crée, vous imaginez bien la chamaillerie entre les gens qui adorent et ceux qui détestent, les gens qui adorent l'effigie, le porte-étendard de Ferrari comme une voiture de collection, comme Avec des une aiguilles. icône. Ouais, et Donc. puis disons que quand on regarde l'intérieur pour avancer un petit peu, ça ressemble en fait, ils se sont vachement inspirés de l'ancien, et notamment de la 250 GTO par exemple. En fait, quand tu regardes l'intérieur, il y a des. Je trouve. J'allais pas dire le meilleur côté le pire parce que c'est globalement plutôt beau et je pense que c'est un défi aussi de se dire déjà Ferrari se lance dans l'électrique. Déjà, t'as perdu la moitié des oui. passionnés, je pense. C'est clair. Et quand tu fais un intérieur qui essaie de retenir des codes de ce qu'est Ferrari et d'une certaine forme d'héritage et d'allier ça avec du nouveau, en vrai, l'exercice reste quand même relativement compliqué. J'ai cru lire un truc avec notamment sur quoi Sir Johnny Ive avait bossé, notamment sur l'expérience sensorielle, sur le fait que les boutons fassent bien clic, leur positionnement, la manière dont
tout ça, genre avec le petit sélecteur de vitesse, comment est-ce que il s'intègre dans le truc pour quand même rappeler les codes de l'automobile traditionnelle. Donc, tu es quand même à l'opposé de ce que peut faire Tesla, où Tesla, c'est moins tu as de boutons, mieux tu te portes. Faut aimer. Je pense que ça va clairement pas plaire à tout le monde, que ça suite du débat, je peux comprendre. Je pense qu'elles seront quand même toutes vendues avant de sortir, hein, comme c'est la mode chez Ferrari. Moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que déjà l'écran central, on dirait une grosse Apple Watch, déjà pour commencer. Je trouve que la ressemblance est flagrante. Et le volant, on dirait les vieux volants Trustmaster que tu avais qui puaient sa grand-mère quand tu étais petit. Alors, je le trouve. C'est le volant de la 250 GTO, Je mais le trouve. réadapté au... Je sais pas si c'est le Alors, rendu 3D Non, qui est celui-là, comme ça. c'est un partenariat avec Big Ben. Là, je te jure, on dirait vraiment un volant Big Ben, exactement. Je le trouve. Ah, alors. J'ai la rêve Le volant Trustmaster. lui-même. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Le volant Très bien. que Bah, tu Big l'accrochais Ben, une fois à encore ton en dessous. bureau, tu Oui. prenais un virage, tu le cassais. Tu vois. Je le trouve abominable. Big Ben, c'est quand t'avais pas le budget pour Trustmaster. Exactement. Les petites manos au-dessous, c'est plutôt sympa. Je trouve ça très joli. Le volant en lui-même, la forme, les couleurs, ça fait cheap. Peut-être qu'en vrai, ce sera pas ça. Là, je trouve que ça fait cheap. C'est vrai qu'en photo, on a du mal à se rendre compte un petit peu du rendu. Alors, ça serait un intérieur qui serait full cuir et aluminium brossé, aluminium recyclé. Et pour citer du coup Johnny Ive, effectivement, l'interface tactile concentrée dans les voitures électriques est inadaptée dans une voiture parce qu'elle demande de détourner le regard. Et c'est vrai, hein, moi qui Oui, utilise oui. une Tesla quotidiennement, ah, ça c'est la machine à café. Quelqu'un veut un petit café, les gars? Ah bah Ah, écoute, moi ça va. allez. Je te remercie. C'est vrai qu'on est tout le temps obligé de tourner la tête en fonction de ce qu'on doit regarder. Et même le compteur n'est pas central, notamment Bien sur sûr. les modèles Y ou modèle 3. Il faut regarder sur le côté. Alors, évidemment, avec le temps, on s'y habitue, c'est pas un problème. Même on sait que historiquement, Mini a toujours eu un compteur qui est central dans la voiture. Mais alors, pour répondre justement aux idées reçues, Ferrari s'est exprimé en disant, et je cite, à contre-courant des idées reçues selon lesquelles les voitures électriques doivent être dominées par de grands écrans tactiles, de nombreuses commandes de la Ferrari Luce sont mécaniques et conçues avec précision pour être intuitives et agréables en simplifiant et en optimisant chaque interaction. Je suis d'accord. Mais en vrai, c'est pas parce que tu as une voiture électrique que tout doit être numérique. Enfin, dans l'affichage, tu peux très bien avoir. Il y a même, je crois que c'est Honda qui bosse sur la reproduction. Je crois qu'ils ont même déposé un brevet, si je dis pas de bêtises, en partenariat avec je sais plus qui, avec peut-être Toyota, pour simuler le passage des rapports sur une vitesse électrique. Donc avec genre des ruptures de charge, etc., des trucs qui te secouent la gueule pour pouvoir permettre aux gens à qui ça Ont du mal, manquerait, tu vois, de pouvoir avoir même la simulation du truc. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que sur ce fameux volant que tu appelles chip, il y a des palettes dessus. Donc on va se dire pourquoi sur une voiture électrique avoir des palettes, sachant que sur une voiture électrique il y a 2 vitesses, point, on n'en parle pas. Les palettes, C'est qui sont même pas des vitesses, hein, c'est Qui juste sont la même- version oui, de pôle, oui. c'est avant-arrière. exactement. Les palettes du coup sont là pour un contrôle manuel du couple pour une accélération progressive combinée à la puissance issue du freinage régénératif qui ajuste le flux de récupération d'énergie. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire qu'en fonction de comment tu lâches la pédale, tu peux ajuster plus ou moins la décélération et du coup ta génération d'électricité. Ou dire, quand tu accélères, je veux plus ou moins de coupe, c'est en fonction de si je veux accélérer et que ça me casse les cervicales Et ou que je suis tu t'éclates, dans les ouais. bouchons ou tu roules simplement sans Exactement. filer la gerbe à tous tes passagers. Donc ça, je suis pas mal intrigué de voir comment ce que ça donne de la réalité. Ce qui peut être cool aussi, c'est de faire un petit clin d'œil historique je sais pas, par exemple, en pouvant déterminer le son de sa voiture, genre un V12 atmosphérique, un V8, un V6, je sais pas, un V6 De hybride. toute façon, tu le connais, Enzo, il aurait voulu V12 fin. Exactement. V12 Atmo, Bah oui, oui. ça crie, et voilà. Donc je suis hyper intrigué de ce mix de design. C'est sûr que ça fait parler et en même temps, nous, on a notre regard on regarde ça avec un peu nostalgie et on se dit putain, mais ouais, mais moi je vois la Ferrari Dino et là je vois ça. Donc je pense qu'on est aussi dans une vague où on a du mal à comprendre la direction que prend Ferrari et peut-être que pour ma fille ça aura tout son sens. Donc je sais pas, mais je suis très intrigué. Il y a un truc aussi qui est intéressant sur ce module de commande, donc effectivement qui manie vachement physique et on le disait numérique. Ouais. Donc on va avoir les compteurs, pouvoir les configurer, mais on garde l'apparence physique de l'ancien entre guillemets. Mais Oui, ils sont modernisé. intégrés, les écrans sont intégrés Exactement, et on au peut les tableau de bord, configurer. tout ça. On a même sur l'écran central qui est pivotable, du coup gauche-droite, une petite bande en aluminium permettant de reposer la main pour faire les contrôles
Donc, par exemple, dans une Tesla ou dans d'autres voitures BYD ou autres, on a toujours la main en l'air quand on navigue. Mettre Et BYD parfois, et Ferrari dans une même histoire là. Ouais, mais parce que c'est vrai, ils ont tous Mais un t'en écran changes. central. Et là, le fait de pouvoir reposer le poignet pour contrôler, ça peut avoir son intérêt. Ça, je suis assez curieux de tester. Et on a aussi un petit chronomètre qui est manuel. Ça, par contre, c'est très très joli. Bien sûr, et j'imagine qu'ils ont dû doivent faire tu sais, le truc qui est compatible avec sur les circuits, tu sais, pour compter tes temps autour. Ou un truc C'est comme ça. exactement C'est ça. le gimmick de Porsche, ça, en vérité. Enfin, de toutes les voitures qui font du sport automobile. Avec le pack historique. chrono. Ouais. Exactement. Et une petite dernière chose, vous savez, sur les dernières Ferrari, pour démarrer la voiture, alors on a le petit bouton push qui, sur celle-ci, sera au niveau du plafond. Mais avant, il y a toujours cette petite tradition de mettre la clé dans son logement, qui ressemble en fait à une sorte de briquet avec le logo Ferrari. C'est le vrai logo qu'on met devant. Et ben là, vous allez pouvoir l'insérer sur la console centrale. Et le jaune de cette télécommande va disparaître pour en faire une clé monochrome. Et le jaune sera dans le petit passage de rapport entre marche arrière, marche avant, neutre. J'ai rien compris. Ok, je la refais pour que ce soit plus dégrossi. J'osais pas le dire. Dans la console centrale, Ouais. on prend la petite clé briquet. Ouais. Oui. On la pose dedans, on l'enclenche. Ok. En fait, cette clé, il Ouais. y a un écran e-ink à l'intérieur. Ok. D'accord. Et donc, la clé qui a le cheval cabré, le fond jaune et les bandes italiennes, Ouais. ce fond jaune disparaît pour laisser un fond monochrome. Ah, donc ils se font dans ton endroit, Ils dans se le font logement. exactement. Ouais, ok. Exactement, dans la console centrale. Ok. Le truc qui est intéressant, c'est que ce jaune, il y a une sorte de petite animation qui se déplace juste à côté au niveau du passage de commande. Donc, c'est comme si vous passez des Ah, comme vitesses, si physiquement, tu te montrais, ouais, c'est bon, la clé, je l'ai reconnue, Exactement. j'ai activé les rapports. Et dans le petit bitonio en fait qui te permet de faire marche avant, marche arrière, il y a Ok. une petite LED sur le dessus qui transfère du coup le jaune de la clé à ce petit truc là. Ah, c'est stylé. C'est un petit détail. C'est un gimmick, mais c'est un cool. petit gimmick, voilà. Si jamais c'est là, ça sera vraiment très très cool. Donc bon, voilà, c'est en tout cas une approche qui est vachement centrée sur l'expérience utilisateur et on le sait avec Johnny Ive, c'est clair. ce qu'il a expérimenté tout au long de sa carrière, notamment chez Apple. Donc ça m'étonne pas et en même temps quand on regarde les images, je vous invite à aller sur le site de Ferrari pour voir ça. On retrouve du Apple quoi. C'est clair. On a la patte, on a le truc. Et c'est beau parce que ce sujet de l'Apple Car, tu sens que c'est vraiment un acte manqué par rapport aux fans de la marque. Tu sens que c'est un truc qui leur est resté un peu en travers de la gorge. Autant la télé, je sais pas si tu te souviens, il y avait un moment des rumeurs qu'Apple ferait une télé. Je crois que ça, maintenant, tout le monde s'en balèque. Mais l'Apple Car, c'est vraiment le truc qui se disent putain, mais il faut vraiment qu'un jour ce truc arrive quoi. Exactement, C'est t'as tout à fait raison. C'est vrai que l'Apple Car a disparu en 2024. Apple a mis la clé sous la porte en disant non, on le fera Ça fera plus. pas. Et le fait que Johnny Ive soit parti de ce projet, entre guillemets, parce que lui, ça fait depuis 2021 qu'il bosse avec Ferrari sur justement cette nouvelle expérimentation, cette nouvelle expérience utilisateur qu'ils veulent apporter en termes d'usage dans leur voiture. On commence à en voir l'impact. Et peut-être que cette transition et ce fameux Apple Car deviendrait cette première itération Une de la vie par Ferrari. procuration quoi. Donc je trouve ça assez chouette. Au moins, il de aura voir sorti ça. un truc. Hein. Ouais, grave. Au moins, il aura bossé sur une voiture. Quoi. Grave. Exactement, et le fait d'avoir une sorte de Ferrari designée par Apple, je trouve ça assez intéressant. Évidemment, c'est pas Par le cas, Johnny hein. Ive, hein, parce que Parce si tu que lui c'est dis, Johnny lui, Ive. c'est designé par Apple, je pense qu'à mon avis, il te Ouais. croque Ah, la c'est carotide. clair. Grave. Mais voilà, je trouve que le fait de mélanger un petit peu le savoir-faire automobile italien et la sensibilité du design minimaliste apporté par Johnny Ive, je trouve ça intéressant. Et j'ai vu pas mal de commentaires disant je trouve ça trop moche, on perd l'âme de Ferrari, Johnny Ive a plus de talent, etc. Je suis pas d'accord avec Je suis vous. pas les gars. d'accord, en fait. Il faut toujours. Enfin, je comprends l'héritage et tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi savoir évoluer. Si tu peux pas faire comme Porsche à faire des 911 tous les ans, et mis à part les gens qui ont l'habitude de consommer de la 911, jamais renouveler ta gamme, mais du coup te retrouver avec une marque qui est tout le temps à deux doigts de la mort, tu vois. Donc je pense qu'ils ont besoin aussi de renouveler. C'est peut-être juste un exercice de style, hein. C'est pas parce que c'est Complètement. peut-être même parce qu'ils font une voiture électrique que ça va leur permettre, pour des raisons écologiques, de crédit CO2, etc., de continuer à faire du thermique derrière. D'autant Même si plus c'est que tu le disais au début de ce sujet, c'est une voiture qui sera pas réservée à tout le monde et généralement les nouvelles voitures de type Purosangue, etc. est destinée aux clients Ferrari dans un premier temps, Ouais. donc pas vendu au grand public. C'est un peu comme chez Rolex ou Audemars Piguet, tu peux pas rentrer dans une boutique en disant bonjour, je veux une Rolex. Et c'est même pire que Il ça. faut être client déjà. Sur certaines Ferrari que t'achètes, ils te font même contrer un truc en disant tu peux pas la vendre avant telle date pour éviter Exactement. la spéculation et tout ça. C'est assez contrôlé. Hein. Moi, je vous dis, hein, enfin, celle-ci sera peut-être pas aussi exclusif qu'une Ferrari Enzo ou une Ferrari F40, ce genre de truc.
Mais en général, quand ils annoncent un truc comme ça, ils vont appeler leurs clients, ils vont dire on va sortir ça. Le monde la connaît pas, tu veux l'acheter. Donc en général, elle est annoncée. Elles sont déjà toutes vendues. Je sais pas combien il y a d'exemplaires de la Lucci. Si vous en avez une à nous prêter, n'hésitez pas, des fois. Hein. Eh ben écoute, pas loin. ça sera le projet si jamais ça sort. En tout cas, on sera très content, sachant que la Lucci restera réservée du coup à cette clientèle haut de gamme et on aurait une estimation de prix autour des. Vous avez une petite idée? Vous avez envie de faire un petit prono? Donc quoi, le prix? Le prix de la Lucci? Je te laisse, Ça sera une 4 places a priori. 4 Pour places. vous donner une idée. 650 000, un truc comme ça 500 000 environ. 500 000. T'as été visionné. J'étais un peu optimiste. T'as été un petit très peu loin, moi. Heureusement que vous m'avez arrêté. T'allais dire combien? Des millions, faut oser. Hein, pour une voiture. Ouais, chez Ferrari, je sais pas, Johnny Ive, je sais pas, tu sais, la La taxe. collab, t'as. Et la taxe 30% d'Apple, tu vois. Ah non, là, attends, elle n'est pas encore là. Hein. Donc j'allais dire, je sais pas, 2 millions, un truc comme ça, tu vois. Mais bon. 2 millions, frère, c'est une Ouais, belle. frérot, ouais. C'est une belle. Je sais, je sais, Bugatti, hein, je ouais. sais. Pas la plus belle, parce que la plus belle, on estime que la voiture noire, c'est le nom, la voiture noire. Non, mais... On estime qu'elle s'est vendue autour de 8 et 10 millions. Apparemment, ce serait Cristiano Ronaldo qui l'a acheté. Beau foutage de gueule quand même, quand tu vois que c'est un kit carrosserie, mais bon, bref. Et pourtant, Et pourtant. les Ferrari. Quelle dinguerie. Bon, les gars, est-ce que vous avez vu quand même passer cette info qui a foutu le feu au web? Ah, mec, le timing est incroyable en plus. J'ai pas vu. C'est vrai? Bon, bah écoute. J'ai hâte d'en apprendre plus. Comme tout le monde. Sache que ce truc-là, en ce moment, il enflamme tout Internet. Parce que quand même, on va pas se mentir, Discord, c'est un peu une institution aujourd'hui. C'est la plateforme de discussion où les communautés se parlent. D'ailleurs, moi, C'est un peu le nouveau MSN. Hein. Ouais, je sais pas si on T'es peut- remonté ouais, très loin, mais c'est pas mal. Ouais, C'est pas ouais. mal. Après, MSN, il y avait peut-être moins cette notion Skype, pardon. de groupe, tu sais, où on pouvait gérer des groupes avec des gens, je me souviens pas. Je me souviens, moi, que j'utilisais beaucoup. Si. J'ai utilisé Ouais. Mumble pendant un petit moment et après, j'ai migré sur TeamSpeak. Ouais, et quand TeamSpeak, Discord ouais. il est arrivé, c'est devenu incroyable. C'est ça. Mais Il y avait TeamSpeak Skype existe. quand même mais- entre temps. Ouais, mais c'était MSN, grand public. Ouais, mais MSN, c'était du one-to-one, il me semble, en Discord. Je crois Moi, que j'aime tu toujours pouvais faire du one-to-one. faire. Mais je crois que tu pouvais faire des groupes, mais maintenant que tu le dis, je sais plus. En Je- tout cas, sur bref. Skype, tu pouvais le faire et des petites conversations de En groupe, tout là. cas, quoi qu'il en soit, on parle quand même d'une plateforme qui a 200 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ah, waouh, Actifs ah ouais. par mois. Donc voilà. Eh ben, faut savoir que ces comptes-là, ces 200 millions d'utilisateurs actifs par mois, au mois de mars, ils vont découvrir un nouveau setting qui va s'appliquer à leur compte. Ils vont les passer, l'intégralité de tous les comptes, en mode adapté aux adolescents. Ça veut dire que moi, j'ai 40 piges. Eh ben, je vais passer comme si j'en avais 12 ou 13 ou 14. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire en fait que tous les contenus, on va dire, classés plus 18, et on parle pas forcément que de pornographie ou autre, mais NSFW. tout ce qui... Ouais, mais Not même safe pas for que, work. tu vois, voilà. Toutes ces choses-là, même parfois certains réglages de confidentialité dans l'app, tu pourras plus y toucher. Donc voilà, par défaut, ça va basculer. Ça va basculer. Et Ça voudra dire que même si tu as des serveurs Discord sur lesquels tu as un channel dans lequel il est marqué le contenu peut être considéré pour les adultes, aujourd'hui tu fais oui, je m'en fous, je suis un adulte, j'y vais. Tu pourras pas. Ton compte sera. Tant que tu. Bon, il va en parler, mais sauf une certaine vérification, tu ne pourras vas-y. plus carrément accéder à ces channels-là. Exactement. Donc là, ça a été annoncé officiellement sur le site de Discord, dont j'ai été voir l'annonce. Et Tout en le fait, monde devrait y passer. oui, compte ancien comme nouveau. C'est-à-dire, c'est Ok. même pas genre tu peux dire ah je suis un ancien, ça va passer. Non, non, rien du tout. Tout le monde, ça va être un grand reset. Et en fait, ça a été annoncé donc ce 9 février. On tourne et on doit être le 10 ou le 11, je sais plus. Bon, ça On est fait le 12. quelques jours, le 12, voilà, que c'est arrivé. Et en fait, pour pouvoir du coup rebasculer sur un mode bon, je suis un adulte responsable, je sais ce que je fais ou je sais ce que je veux aller voir, eh bien, il va falloir passer par une vérification et pas n'importe laquelle. Soit une vérification faciale, soit une vérification, tu vas devoir donner ta carte d'identité pour prouver que t'es bien, t'es pas adolescent, quoi. Un peu comme quand on ouvre un compte bancaire aujourd'hui. Un peu comme ce qu'ils veulent faire pour les sites porno. Il me semble, je sais plus trop où ça en est. Oui, Donc là, ça a été par délégué à une contre, plateforme de l'État. Ouais. Exactement. On va Donc pas- voilà. Donc t'as un truc comme ça qui va ficher les gens. Je peux me permettre une Vas-y, petite vas-y, anecdote. Anecdote. Je reviens. Bonjour, Anecdote Man, c'est le retour. Du Mais coup, c'est la première. Du coup, j'en ai deux. Alors, déjà, le processus de vérification de l'âge sur Discord, il a déjà été bypassé. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont mis un petit tuto un peu sympa sur Internet que je vous recommande pas d'aller voir. Allez pas voir. Si jamais Au vous bas, voulez gauche, pas. droite, Y. Si vous voulez aller voir, moi je vous recommande Star pas, je vous Select. encourage pas du tout à aller voir ce tuto qui est trouvable assez facilement sur Internet. Et tu parlais tout à l'heure de vérification de la plateforme de l'État pour vérifier. Alors c'est pas pour les sites porno, t'en as d'autres, c'est pas eux qui le font. Mais t'as une plateforme de l'État qui permet de faire ça. Il y a des mecs, je les ai vus qui l'ont piraté en mettant une carte d'identité de Dora l'exploratrice. Mais non. Je te jure que c'est vrai.
tu peux trouver encore les trucs sur Internet. J'ai vu un article avant-hier sur la simplicité déconcertante que la manœuvre, qui était appelée par la manœuvre pour pouvoir bypasser ce truc-là. Donc, c'est assez incroyable. Eh ben écoute, puisque tu me tends une perche sur la partie cybersécurité de l'histoire, on va y venir parce qu'en fait... si tu veux, il y a toute une histoire derrière. La confiance, elle est déjà un petit peu rompue. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu disais, bon, bah, c'est Discord, c'est quand même, pour beaucoup de monde, c'est quand même une institution, c'est un truc sérieux. Moi, j'y suis tous les jours sur Discord. J'ai ma communauté, on discute entre nous. Bref, tu vois, c'est un truc un peu, tu peux faire confiance comme un Skype, comme, tu vois, ce genre c'est un Twitter un peu Netflix, propre. Ouais, c'est un X un peu propre. Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben, il faut savoir que le problème, c'est qu'en octobre dernier, donc en 2025, ils ont eu une fuite des données massive d'un tiers. Et il y a 70 000 utilisateurs qui ont vu leur photo de passeport et leur carte d'identité se balader comme ça dans la nature. Donc, la pilule de te dire on va vérifier ton compte avec ta photo de carte d'identité, un peu chiant quand même. On m'a dit de scanner mon scan facial ou ma carte d'identité et ensuite transférer les informations à qui vous voulez. Quoi. Parce qu'ils vont les stocker. Tu te doutes bien que quand tu les envoies quelque part, elles arrivent quelque part. Quoi. Ouais. C'est mathématique. Dingue. Et en plus de ça, qu'on se le dise, Discord, c'est quand même un peu une plateforme, on va dire, de nerds, parce que c'est vraiment des informaticiens, des technophiles, des gens avertis qui y sont. Et eux, leur sentiment par rapport à tout ce qui est vie privée, etc., le contrôle de l'identité, c'est un truc qui est massivement pas du tout accepté par la grande majorité de la population sur Discord. Donc voilà, va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que là, il y a littéralement des gens qui commencent à aller chercher massivement une alternative. Et TeamSpeak. Mais ils vont faire 200 millions, 50 millions, quoi. Ouais, ça. Mais attends, on a des petits chiffres. J'en ai un, il est magnifique. Donc, il y a tu sais, dans Google, tu peux avoir des fois un résultat sur les termes qui sont employés sur Google. On peut avoir une stat de le terme qu'on a aller chercher. Et ben, alternative à Discord, la recherche, elle a bondi de 10 000%. Aïe, aïe, aïe. Pas 100%, pas 200. 10 000%. 10 000%. Donc, ils sont déjà en train de faire leur valise, là. Elles sont pliées. Et ils cherchent juste ils attendent dans le couloir. Je te jure. Des alternatives. En gros, il y a des alternatives qui existent. Je peux vous en donner quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle Stoat, qui est l'ancien Revolt. Moi, je me souviens de Revolt très vaguement. Ça me dit rien du tout. Voilà, Revolt, c'était un petit peu un des alternatives de Discord à une époque. Il y a aussi, comment ça s'appelle, celle qui est passée un peu plus en mode pro. Skype. Non, t'as Discord et l'autre, la principale concurrente qui est de l'époque. J'en ai aucune idée. Ah, Teams. Non, j'ai oublié. Moi, je t'ai dit, à l'époque, j'avais déjà déployé des serveurs Mumble. Donc, c'est vraiment c'est une petite application où tu as tes channels et tout. Là, moi, je suis sûr, j'ai trigger tous les gens dans le podcast qui sont en train de dire le nom de la plateforme. Ah, c'est sûr. Complètement zappé. Et t'avais TeamSpeak qui est Ils sont en volant carrément, ils t'insultent. De ouf, là, parce que c'est évident. Putain, mais je l'ai pas du tout, hein. C'est pas Teams. Il y a deux. C'est. Tu sais, le truc, il est sur la langue, là, et il veut pas sortir. Bon, c'est Microsoft Non. C'est vraiment l'alternative. Tape alternative à Discord, tu vas voir, ça va sauter, c'est évident. Je vais regarder. En attendant, je vais vous en donner d'autres. Donc, Stoat, qui est dont son ancien nom était Revolt, commence à gagner pas mal aussi en popularité. Reddit Non. Stoat c'est dans le monde Mumble. C'est dans le monde pro ça a pris Slack, exactement. Ah, Slack. Putain, j'étais pas du tout dessus. Voilà. Okay, en fait, avant Slack, oui, c'est du Discord, partage de projets. Ils se tiraient la bourre un petit peu et en fait c'est le truc pur développeur Slack. Slack s'est réorienté. Ils ont pour la gestion de projet, moi j'utilisais beaucoup. Dans mon école, voilà. on avait il faut une savoir partie design, une partie marketing. Il y a un monde où les deux, ils se tiraient un peu la bourre, mais Slack a très vite compris qu'ils n'allaient pas gagner. Je crois que c'est sans doute à cause du business model où Slack, il voulait faire payer les gens et Discord, c'était l'alternative, genre gratos, tu vois. Donc quoi qu'il en soit, sinon, tu as Matrix. Je ne connaissais pas du tout. Il y en a un qui s'appelle Matrix, voilà, il a choisi le blaze. Mais il faut savoir que pour te donner une idée, on parlait de pourcentage au niveau des recherches. Stoat, ça a pris plus 9900% de recherche. Ah oui. Les gens ont commencé à se renseigner. Les autres, ils se frottent les mains, là, ils sont en mode. Personne ne connaissait. Demain, là, tout le monde arrive. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est que le responsable de la politique du produit, qui s'appelle Savannah Badalish, et non, je n'ai pas lu mes notes, a pris la parole sur le média The Verge pour dire on a compris qu'on avait un peu foutu le seum et on s'attend à une perte d'utilisateurs. Donc, déjà, tu es conscient de où tu vas. Donc tu te dis, mais pourquoi vous le faites si tu sens mais il y a une raison à la noix comme d'hab. Il y en a deux.
Alors, il y en a une qui va vous paraître très évidente, c'est celle un peu de la pression régulatrice, hein, genre dans les pays se conformer aux protections de l'enfance, que ce soit en UK, en Australie, aux USA. En Europe, je pense qu'on est un peu pareil, même combat. Mais pas vraiment, c'est pas le truc le plus prioritaire, on va dire, c'est pas l'argument le plus prioritaire, parce qu'on le sait, hein, ces plateformes-là sont prêtes à s'asseoir un petit peu sur ce genre de restrictions, ou en tout cas essayer de tirer la corde jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on les menace fort pour qu'ils changent de politique. Non, il y a un autre truc. C'est un actionnaire qui est dans les parages. Eh ben, c'est pas loin, c'est une introduction en bourse. Ah bah, La ok. fameuse IPO. IPO. Et oui, en fait, apparemment, Discord serait en train tranquillement de se préparer, et ça a été cramé par Bloomberg. Ils sont en train de se positionner pour avoir des actions en bourse, quoi, s'introduire en bourse. Et ils ont besoin de nettoyer un petit peu la plateforme pour pouvoir faire en sorte que ça passe. Soit plus propre. Voilà, exactement. Donc, l'idée, c'est exactement ça, c'est de dire non, on est une plateforme très, très safe. Donc, voilà. Oui, donc en fait, ils s'en fichent de perdre des utilisateurs. L'un Bah, dans c'est l'autre. peut-être, je sais pas si c'est peut-être. Ils veulent avoir du Il n'y a pas une premium, stratégie en fait. commerciale parce que c'est peut-être plus facile d'introduire en bourse si jamais tu. Tu revendiques 200 millions d'utilisateurs que si tu en as moins. Bah, ou peut-être que c'est la strat, hein, tu vois, d'avoir pas beaucoup Bah d'actions ouais. au départ et puis peut-être de faire une injection de capital ou un truc comme ça. Je sais pas exactement comment ils ont prévu le coup, mais c'était sûr que si. Enfin, c'est obligé qu'il y ait un mec qui a levé la tête en disant les gars, si on fait ça, on va se faire torpiller le bas le trou, mais ça va être terrible. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des utilisateurs, des hardcore utilisateurs. Il y a un mec, par exemple, qui disait qu'il avait arrêté 10 ans de Discord payant suite à cette annonce. Et donc, qui Ouais, refuse, après, les gens, ils rachètent vite quand même. on va voir. En fait, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est là, on est dans le. Tu vois, tu sens qu'il y a le feu, plus on vient de mettre de l'huile là, donc ça crame. Et on va voir un petit peu si ça va finir un peu à la X, quand c'est Twitter, quand Elon Musk il a pris le pouvoir sur Twitter et que c'est devenu X. Il y en a plein qui ont dit ouais, on rage quitte, allez, Blue Sky, machin. Moi, j'ai ouvert des comptes partout. Et au final, malheureusement, je crois qu'on est tous plus ou moins restés sur X. Certains assument, bof, d'autres n'assument pas. Sans avoir migré massivement vers d'autres trucs, il y en a quand même qui. Enfin, moi, Twitter à l'époque, c'était un de mes réseaux sociaux préférés. Là, ça pue sa mère entre les posts IA, les OnlyFans et tous les trucs, tous les posts à la con où Et les j'ai gens envie se de te tirent dire, dessus. même quand t'as un truc clean, c'est. Avant, moi, mon truc il était clean parce que. Au début, quand ça a commencé à péter là sur X, je disais, moi, écoute, si tu t'abonnes pas à n'importe quoi, si tu restes clean. Ouais, mais non, ça n'a pas duré longtemps. Pas du tout. Par exemple, Elon Musk, j'en suis arrivé à un stade où je sais plus si je me suis réabonné ou pas, mais je m'étais désabonné de lui parce qu'en fait, c'était tout le temps. Tous les 3 tweets, t'avais un tweet d'Elon Musk. Et je crois que même en me désabonnant, c'était pareil. Parce Ouais, qu'il a t'avais forcé même la vue l'algorithme, pour vous qui revient de temps en temps. Moi, et le la pour vous, vue, je m'y refuse. Je n'y vais pas. Mais en fait, ça revient régulièrement. C'est-à-dire que même si tu le configures pour démarrer dessus, je crois, genre tous les 30 jours, il repop en mode tu en fait, bascules, Ouais. c'est de la baise. Donc, Mais je on sais pas verra. comment ils font pour à chaque fois baiser tous les produits comme ça. Discord, même le côté, quand ils ont mis le côté payant avec le Nitro, il y avait des trucs un peu sympas. Tu te disais, ouais, effectivement, vas-y, je peux le faire. Ouais, bon, il y a 2-3 emojis, allez, vas-y. Ah, je peux partager les trucs de serveur à serveur. Là, je trouve que ça va être. En fait, ils vont avoir un bon truc. Je sais pas si. Enfin, je sais pas quelle est l'ambition derrière, mais je suis certain que c'est pour. Enfin, le produit va finir par mourir, quoi, s'il n'y a pas un changement de strat. C'est exactement ce que quelqu'un a dit sur Reddit. Hein. Il a dit c'est comme ça que Discord va mourir. Uploader une pièce d'identité à une entreprise tierce, c'est littéralement demander un vol d'identité, voilà, tout simplement. Donc les gens disent c'est mort. Et il faut comprendre un autre truc pour ceux qui connaissent peut-être pas, qui sont pas très au fait de Discord. Il y a des vraies communautés de gens. Moi, j'ai été même, par exemple, une fois, j'ai réussi à avoir une carte Nvidia au moment où il y avait des pénuries de partout sur les RTX, et j'avais des mecs qui avaient configuré des serveurs Discord avec des bots qui permettaient de dire il y a du stock, il y a du stock. Ouais, ou même quand il y avait du stock. Juste, il y avait un mec, il avait fait un bot, un mec que j'ai rencontré qui est très cool, et il avait fait un bot pour dire là, les mecs, il reste 10 cartes sur telle plateforme et machin, et c'est comme ça que j'ai réussi. Il y a vraiment, tu sais, nous, on est créateurs de contenu, il y a vraiment des gens aujourd'hui qui vivent un petit peu de leur communauté Discord parce qu'ils ont une très grosse communauté, qui se font repérer par des marques, qui sont devenus un peu des références dans leur domaine et qui vivent un peu comme nous en tant que créateurs de contenu de leur vie sur du Discord. Et donc, puis c'est un peu le seul moyen qu'ont les créateurs de contenu modernes pour rester vraiment connectés avec leur communauté. Parce que mis à part les forums, où chacun, tu sais, à l'époque, chacun avait son site internet. Après, X est mort, enfin, Twitter est mort. Ouais, mais même pas, genre les forums du jour du grenier ou ce genre de truc, tu vois.
Mais maintenant, il n'y a que Discord, quoi. Donc, si ça meurt, les mecs, ils vont se créer leurs propres instances, Ouais. peut-être en auto-hébergement, quoi. Moi, mon Discord, c'est vraiment l'endroit où je suis le plus accessible avec les gens qui me suivent, qui me soutiennent le plus. Donc, vraiment, ceux qui veulent vraiment avoir un petit contact privilégié avec moi, c'est par là que ça passe en général. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir si les plateformes alternatives, elles vont émerger. Mais je pense qu'il y a un vrai parallèle, tu vois, avec X Twitter versus là, ce qui se passe avec Discord. Est-ce que c'est genre, on en parle, on en fait tout un pataquès, mais que finalement, il va rien se passer, les gens vont rester sur Discord et ils vont donner. Là, on parle quand même de donner des documents, c'est un peu différent que juste se taper un algo qui change et avoir des trucs qu'on ne veut pas. Là, c'est quand même un peu plus intrusif. Ouais. Donc, à voir, ça va être intéressant de suivre la suite. Je fais un petit PSA pour ceux qui veulent... qui voudraient quand même rester sur la plateforme et qui se disent ouais bah je vais envoyer mes données, tant pis c'est trop important pour moi. Vous avez encore une fois, j'en avais parlé dans un épisode précédent, voilà, d'un service précédent, si vous voulez pas passer par un tuto que je vous recommande pas et qui est dispo sur internet, vous avez un service de l'État qui s'appelle Filigrane, je crois que c'est beta.filigrane.gouv.fr, mais en gros vous uploadez les photos de vos documents, c'est traité en local normalement, mais vous avez un filigrane qui est posé dessus, vous mettez bien genre Discord, vérification de l'âge avec la date, etc. Et en théorie ce sera pas utilisable dans les fuites de données. Vu qu'il y a un filigrane dessus qui est en théorie très compliqué à effacer, ça vous donne au moins l'assurance que s'il y a une fuite de données, ou quand il y aura une fuite de données plutôt, c'est pas mal ça. on ne puisse pas réutiliser vos données par la suite. Et il y a un truc juste à comprendre, c'est qu'on arrive de plus en plus vers cet Internet qui va être... qui va nous demander de faire patte blanche. Et je pense que ça sera l'occasion d'avoir une discussion sur un sujet global sur cet Internet où l'anonymat n'existe plus. Si je vous parle de Richard Stallman, il y a sûrement 2-3 geeks en écoutant le podcast qui vont faire ah bah évidemment, je vois qui c'est, comment ça, les gens ils connaissent pas. Le transporteur là. Non, pas du tout. Ça, c'est Jason Statham, rien à voir. Richard Stallman, au même titre que Linus Torvald, il devrait être aussi connu, peut-être pas à la même échelle, mais quand même pas mal. C'est le fondateur du projet GNU. GNU. Alors ça s'écrit GNU, mais ça se prononce bien GNU. Le logo, c'est un GNU, c'est de l'animal, le GNU. C'est un peu le Wozniak, Steve Jobs et Wozniak. Quoi, genre, c'est un peu ça, ouais. En fait, pas vraiment. Je vais faire mon geek 2 secondes, mais c'est important pour clarifier. En fait, Linux, c'est un noyau qui a été développé par Linus Torvald, donc c'est des instructions envoyées au processeur. GNU, c'est un ensemble de logiciels libres qui permettent à Linux d'avoir un environnement fonctionnel en fait. C'est vraiment la combinaison des deux qui donne les systèmes d'exploitation. C'est un peu l'écosystème quoi. Quand on parle de Linux aujourd'hui, on devrait parler de GNU Linux, GNU/Linux, puisque c'est l'ensemble des deux qui donnent les systèmes modernes qu'on connaît, Debian, Ubuntu, Kubuntu. Les librairies quoi. Même pas sans parler des librairies, vraiment l'ensemble des logiciels ouverts qui créent le système d'exploitation. Pourquoi je vous parle de ce gars-là? Puisque ce mec-là, qui a aujourd'hui 72 ans, il a fait une conférence il n'y a pas longtemps, la fin janvier, au Georgia Institute of Technology, et ils ont parlé notamment de nouvelles technologies. Ils ont parlé... Ça paraît logique. Ça paraît logique, effectivement. Il a parlé des voitures connectées, il a parlé des smartphones, et vous vous doutez bien qu'il y a forcément quelqu'un qui lui a posé la question. Mon bon monsieur Richard Stallman, grand défenseur du logiciel libre, qu'est-ce que vous pensez de l'IA? En fait, il a... je pense que... Ouais, c'était peut-être pas nécessairement un mec aussi âgé, c'était pas non plus. Je sais pas. C'est pas comment il s'appelle, l'acteur dans le chef. Je parle pas de ton fils, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas. J'ai oublié son nom, tu m'as fait bugger. Qui a demandé du coup à ce bon monsieur, vous pensez quoi de l'IA? Lui, globalement, il dit moi, j'appelle pas ça de l'IA. Parce qu'il y a intelligence dans le titre. Les IA qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas intelligents. C'est pas de l'intelligence. C'est les grands modèles de langage qui te crachent du code sans jamais comprendre ce qu'ils crachent et en fait qui sont incapables de corriger leurs erreurs ou d'avoir une certaine compréhension du sujet qu'ils traitent. Je n'appelle pas ça de l'intelligence artificielle. C'est vrai. C'est globalement... Je suis assez d'accord. Mais ça, on l'a dit, c'est que c'est le marketing, c'est que c'était pour simplifier aux gens. Exactement. Tu dis deep learning aux gens, les gens ils disent pardon, qu'est-ce que sais-je Exactement, c'est l'idée. L'IA, tout le monde connaît, tu te visualises directement Skynet, tu te visualises des trucs Apple de Intelligence, etc. Ouais, bon, alors, c'est Apple, j'ai rien vu pour l'instant. Apple, on l'attend toujours. C'est Apple, pas intelligible pour l'instant, mais bon. Je crois qu'en plus, blague à part, j'ai vu une news passer, c'est repousser cette merde. Allez, vas-y, ça fera quand ce sera sorti, ça fera l'objet d'une nouvelle news. Donc, lui, il a dit globalement, pourquoi on n'appellerait pas ça plutôt Pretend Intelligence, donc l'intelligence factice, en disant qu'à l'heure actuelle, c'est globalement un amalgame de données qui est recraché d'une manière un peu différente, très rapidement,
parfois qui nous fait gagner une grande quantité de taf, pour ceux d'entre Attends, vous et d'entre nous qui utilisent l'IA. Je viens d'oublier le mot. Pretend de quoi déjà? Pretend intelligence. Il remet le mot intelligence. Bah oui, mais Il cherche la merde un peu. c'est pretend, c'est de l'intelligence factive, c'est pas de D'accord. l'intelligence artificielle, tu vois. C'est Il l'idée, prétend qu'il est intelligent. c'est l'idée, on simule de l'intelligence. Et en vrai, c'est cohérent c'est comme vrai, c'est propos, Ouais, puisque. mais marketingment parlant, c'est pourri. Mais c'est pour exactement, tu vas pas dire, mais c'est pas vraiment l'IA, machin. En fait, C'est mais du pour. pays. Mais on a besoin des gars comme ça, parce que c'est les puristes qui vont te dire, bah oui, mais marketingement, c'est pas de l'intelligence, c'est pas de la, c'est pas de la connaissance Oui, dans le sens. factuellement, c'est pas l'intelligence. Il n'y a pas de raisonnement autonome, il n'y a pas de correction d'erreur, etc. tu Sam vois. Altman qui arrive. Bonjour, je viens faire une levée de fonds pour une Pretend Intelligence, s'il vous plaît. Est-ce que Ah. vous auriez 200 millions pour moi? Mais jamais de la Et je vie. vais dire, vas-y, casse-toi. Il a toujours pas gagné d'argent, le frérot. T'as la bulle de l'IA qui est toujours à 2 doigts de s'effilocher. S'il arrive et qu'il fait un truc comme ça, c'est terminé. Le lendemain, il débranche toutes les prises dans les data Exactement. centers. Exactement. J'espère que vous voulez refaire des petits data centers chez vous parce qu'il va y avoir de la carte graphique à vendre, pardon. Grave. Donc, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'à ses yeux, ça comprend rien. Il n'y a pas de réflexion réelle. Ça génère du test statique. C'est globalement, on vous crache des trucs. Oui, ça fait gagner du temps, mais le fait d'appeler ça de l'intelligence, en fait, il chie un peu sur le marketing moderne. Et il faut plutôt être d'accord. Et il souligne le fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun de ces modèles qui est distribué sous licence libre en mode coucou, on vous le file, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est-à-dire que, oui, tu peux le télécharger chez toi, tu peux le modifier, tu peux faire du prompt, tu peux faire de l'optimisation, etc. Mais tu n'as pas de modèle qui est développé en disant, bah, on vous file toute la manière dont il a été construit, dont il fonctionne, etc. pour que vous puissiez par la suite faire Oui, ce que toute vous l'arborescence pour que toi tu puisses le bidouiller comme Tout. t'en as envie. Et puis même le distribuer sous licence libre. C'est-à-dire que lui, tu sais, il avait créé sa propre licence pendant le début de la création de GNU avec GPL, avec LGPL, etc., qui sont aujourd'hui devenus des références en termes de licence de partage de logiciels libres. Hein. C'est littéralement la... GPL, c'est licence General Publishing License, General Public License, je sais plus. En français, c'est licence publique générale. Comment il a fait de l'argent lui? Je sais même pas si. En fait, je pense que c'est ses travaux qui lui ont permis de faire de la thune, mais lui, il fait des trucs ouverts. Et ouvert veut pas forcément dire gratuit. Oui, Tu peux avoir des systèmes où tu as des logiciels gratuits, où le support, typiquement aux entreprises, va être payant, tu vois. Je pense qu'il a dit mon compte en banque est open source, vous pouvez verser Vous pouvez dedans. Genre, en vrai, juste avec les dons, ça doit être impressionnant. Gratuit, parce que- 5 c'est dollars, ça, vous c'est ça. payez moins un café. Pay me beer. tout ce raisonnement, mais au-delà de juste l'IA, de toutes les technologies, etc., c'est plus de se demander et d'aller par au-delà de la technologie, de la performance technologique, mais la nature vraiment de ces systèmes et dans quelle mesure les utilisateurs ils s'en servent pour des intérêts, on va dire, plutôt commerciaux, ou les boîtes s'en servent plutôt dans des intérêts de surveillance, voire de contrôle. Et je pense que il y a une piste de réflexion et de prise de conscience qu'on devrait avoir, nous, sur, comme tu le disais tout à l'heure, avec Discord, avec la soumission des documents, etc., mais plus largement, comment est-ce qu'on inscrit ce genre d'outils et la manière dont on les inscrit dans notre quotidien, et à voir si ça n'aura pas des impacts négatifs à la fois pour notre vie privée, mais aussi pour nos compétences cognitives à terme. On en parlait avec OpenClaw la semaine dernière. Il y a des gens qui construisent des PC autour de ça pour justement éloigner et scinder leur vie privée et leur vie. Salut, ça va? Ouais, il va nous en parler, je pense. Ça il ferait faut, l'objet il faut. de quelque chose, je pense. Il a fait une dinguerie. Mais c'est vrai que je pense qu'on arrive à un tournant où les gens commencent vraiment à se rendre compte que bon, on va avoir la pauvre petite IA type ChatGPT sur qui tu lui demandes des conseils globalement. Mais dès que tu vas commencer à vouloir aller un peu plus loin, il va falloir avoir une machine spécifique pour justement scinder les deux univers. Mais je pense que le grand public, et je me comprends complètement là-dedans, on n'a pas les connaissances et c'est trop compliqué. Donc il faut en fait faire une confiance aveugle dans des services qui sont tout récents et dont on ne connaît pas l'évolution. Ouais, après, le problème de ça, c'est que, tu vois, moi, pour avoir quelques maîtrises et même avoir installé des IA en local et tout, on revient toujours à l'aspect écosystème. Et par exemple, moi qui suis très Google, ça paraît normal d'avoir en plus ton IA qui est connecté à tout ton environnement. Gmail, Bien sûr. Calendar, tous tes trucs comme ça, et qui fait en sorte que ça rend le truc encore plus pertinent à l'utiliser. Évidemment. Et Ouais. c'est pour ça que c'est difficile de dire ouais bah j'arrête tout ça, parce qu'il y a une espèce de confort qui fait qu'on est bien dans cette interconnexion, qui fait qu'il se dit ah non mais finalement je vais me scinder pour mettre tout mon IA en local parce que j'ai peur. Ça c'est un problème de flemme de pas vouloir céder ce confort là, et bah on accepte tacitement de malheureusement se faire contrôler
ou d'avoir des abus potentiels. Comme toujours. Après, c'est toujours pareil. En fait, le problème, il est là, c'est que tant que c'est toujours cette ligne fine où on est souvent en train de diaboliser, par exemple, un Google ou un Facebook ou autre, et plein de gens te diront, ouais, mais moi, pour l'instant, et moi, c'est mon cas, hein, genre Google ne m'a rien fait, entre guillemets, pour l'instant, de préjudiciable, qui montre que je dis, bah, j'arrête tout et je Oui, c'est bascule. toujours des précautions. C'est ouais. ça. Puis surtout, tout le monde s'en sert. Ça a rendu une quantité d'accès à l'information incroyable. C'était les premiers à fournir du stockage gratuit, à fournir de la boîte mail gratuite. Enfin, tu peux pas cracher sur Ouais, tout. non, Tu mais vois. ils ont- bien sûr. Forcément que la gratuité aujourd'hui, c'est le modèle économique de référence, mais il faut trouver des moyens alternatifs, donc la pub ou la vente de données à des fins de marketing pour faire de l'argent. Et puis pareil, on voit aujourd'hui que si tu veux une IA qui performe, il faut une IA qui te connaît. Quid de, tu vois, de Apple. Apple, De ils la sont mémoire. embourbés là-dessus parce que bah, malheureusement, ils n'ont pas pris ce paradigme-là. Donc ça, c'est un sujet qui est ouf. Mais moi, actuellement, je regarde des solutions locales ou souveraines, justement plus par peur que Trump il débranche la prise, que par vraiment une méfiance totale aujourd'hui envers les services que j'utilise. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires et sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez un petit peu de toute cette histoire. Je pense qu'on pourra préparer un petit épisode long pour revenir un petit peu dans son ensemble. Parce que c'est vrai que toutes les semaines, on essaie de traiter les sujets forts et impactants, mais on voit que les choses évoluent très très vite. Et l'IA, bah, c'est l'un des moteurs de la tech, heureusement ou malheureusement, on ne sait pas trop aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus sur un prochain sujet. En tout cas, voilà pour les actus de la semaine. Et jeudi, on va parler de ces produits vendus comme le futur et qui ont fini au rayon des grandes désillusions. Des ambitions énormes, des promesses spectaculaires et des chutes parfois brutales. Mais surtout, qu'est-ce que ces échecs disent de l'industrie de la tech aujourd'hui ? On revient pour le 3e épisode des flops les plus chers de la tech. Merci les osios et à jeudi dans Bubble. Ciao, ciao.